Attends, déjà, il faut que je vois. Oui, c'est bon. Bon. Bah, pour l'instant, il n'y a rien. Mais... Bah, attends, il faut que tu attendes qu'il te laisse. Mais si, ne mets pas la vidéo. Non, non, je n'ai pas mis la vidéo. Ou si tu mets la vidéo, c'est que pour toi. Oui, bonjour, ça marche? Tu m'entends, Patrick? Oh, ça marche, hein. C'est Gaël qui essaye de se connecter, qui n'arrive pas à se connecter au cercle. Donc, je vais lui renvoyer le lien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ils sont en bas ou en haut? Bonjour Daniel. Bonjour Patrick, bonjour Pierre. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Problème de connexion. Voilà. Mais voilà, on est quand même bien, on est tous là, voilà. Je vous présente la salle. Et on va pouvoir quand même commencer sur un sujet important. Sophie Collodin est à côté de moi, donc voilà. Voilà, c'est bon, là, ça va. Oui. Non, non, mais parce que lui, il ne peut pas. Si, ça va. Non, mais ça va très bien, comme ça, on vous voit bien, il n'y a pas de problème. On vous voit bien, on vous entend bien. Allez. Bon, ben voilà. Donc, je disais, on va quand même commencer voilà, avec le téléphone sur un sujet voilà, très important et en même temps très énigmatique, j'aurais envie de dire, celui de l'identification primordiale et de ses impossibles. Alors, on sait que l'identification est un concept majeur et sur lequel on pourrait évidemment pas travailler, mais l'identification première, primordiale, est pour le coup assez quand même énigmatique. En tout cas, elle est plus posée que comme une hypothèse, on aurait envie de dire, en tout cas parfois comme première identification. Quand on a reçu des enfants autistes, c'est plus une hypothèse. Hein. Une hypothèse. Voilà, et donc c'est bien, je vais tout de suite te donner la parole en fin de compte, parce que la fin de ma phrase était justement que quand on reçoit effectivement des enfants dans la psychose, on se voit que ce qui n'est pas évident, c'est ce qu'on aurait pu imaginer d'une identification finalement naturelle, entre guillemets, à un parent ou à un autre. Et là, justement, dans la psychose, on voit que l'identification peut se faire sur un objet, un animal, quelque chose de tout à fait assez incroyable. Et donc, cette identification primordiale qui a quand même trait au langage et à l'accroche du symbolique, et ben finalement, on se rend compte que ce concept, même si peut-être il a été posé de manière d'entrée de jeu, et ben, il est opérant dans la clinique de la psychose et Sophie Collodin va nous en parler ce soir. Je lui laisse la parole. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, c'est-à-dire vous lire l'argument, parce que je pense que c'est important. L'identification à l'autre, donc à l'autre du langage, n'est possible que si cet être perçoit et parle à l'enfant de son vécu, c'est-à-dire des moments ordinaires ou traumatisants, rompant le circuit du principe de plaisir, et donc perturbant la confiance dans le lien à cet autre. Beaucoup de symptômes, voire d'interruption du développement psychique, aboutissent à des diagnostics médicaux prédisant l'avenir du côté du handicap et provoquent des angoisses parentales et donc des modifications relationnelles, figeant le présent par la paralysie de l'imaginaire des parents et de leurs désirs.
Les empêchements des identifications peuvent se manifester aussi chez des adultes dans toutes les structures et de manière variable, mais on n'en parlera pas ce choix. Le traumatisme de la parole. Alors, ça c'est important, opère le refoulement originaire sur le vécu des perceptions. Et dans le cas où ce n'est pas possible, effet tréunaire pour ouvrir la voie des autres identifications et d'un rapport à l'objet permettant au sujet d'advenir par le désir. Alors, si ça ne peut pas se faire, ce que le sujet a pu inventer pour survivre aux effets de ce réel, qui n'est pas transformé par le signifiant, se répète indéfiniment et se met en scène de diverses manières et parfois se répète de manière cachée, surtout chez l'adulte, et sa vie personnelle et sociale reste en souffrance. Différents exemples cliniques, sujets d'autisme, phobie, ou même adoptés, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, parleront des aléas des processus d'identification. Alors, les sujets enfants en psychanalyse ou certains adultes entreprenant un deuxième parcours analytique ont souvent vécu des terreurs ou des frustrations dans une surdité répétée de leurs parents ou de leurs substituts et ont eu à vivre, ce que j'ai remarqué souvent avant 3 ans, certaines violences. Naissance très difficile, gastro-entérite très douloureuse, fréquente, donc banalisée, intervention chirurgicale pour malformation dont le sens n'a pas été dit à l'enfant, maltraitant su ou insu. Violence attribuée par l'enfant à ses proches et suscitant son repli vers le temps d'avant ces violences. Ça, c'est ce que Dolto a toujours dit. Parfois, la misère symbolique de l'absence totale de parole parentale présente un enfant qui sera qualifié par la psychiatrie de psychose infantile. Mais c'est là ma question, en ayant reçu beaucoup d'enfants très mal, On fait juste un passage. ils sont toujours pareils. Deux petites secondes. Il faut couper le téléphone. Ouais, c'est mieux là. Je vais le mettre. Ah ben voilà, très bien. C'est en grand cette fois. Alors, mais quelquefois, l'état très inquiétant, c'est de là qu'est venu tout mon travail. La misère symbolique des parents, on l'entend tout de suite, on la sent tout de suite. Mais quelquefois, l'état très inquiétant de certains enfants contraste avec la qualité de leurs parents du côté du symbolique. Et pourquoi pour eux, le nom ou les noms du père n'ont pas eu d'effet pour construire le sujet. Et c'était ça qui m'a questionnée pendant tout mon travail avec les enfants. Alors, avec des histoires cliniques, nous apporterons des éléments de réponse. Et alors, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que dans ce travail, il s'agit d'une écoute sans limite, c'est-à-dire dégager de l'œil pétrifiant du surmoi qui assigne l'enfant à une place fixe pour retourner à ce qui s'est interrompu ou à ce qui n'a jamais existé. Et non pas essayer d'avoir accès à du refoulé qui n'existe pas. Il s'agit d'opérer du refoulement originaire, c'est-à-dire de faire du « un » par le traumatisme du langage sur des perceptions et non pas sur des traces mnésiques comme on le dit souvent. En effet, les neurosciences nous apprennent ceci. Seulement quand on parle à un enfant de ce qu'il vit dans ses perceptions, l'excitation présente dans un hémisphère du cerveau passe dans l'autre hémisphère, merci, et pourra être mémorisée. Comme nous le verrons dans certains exemples, cette opération de parole adressée à un supposé sujet permet l'identification primordiale. Et il répond à l'autre par un geste, parfois, vers l'autre. J'en avais parlé à Dolto qui m'a dit oui, c'est vrai, mais à condition que le premier cri de la naissance ait été entendu, sinon c'est un vagissement d'animal.
ou une parole. Donc, il répond à l'autre par un geste vers l'autre ou une parole. Et cette opération de parole, elle permet aussi la subjectivation de ses pulsions. À partir de là, il devra faire avec elle, dans la dialectique de la demande, où se croisent le fini et l'infini, et le limité et l'illimité. Alors, comment le 1 qui reçoit, ça c'est une phrase que je fais complètement mienne, qui est à Didier Veil, mais je vous expliquerai pourquoi je la fais complètement mienne. Comment le 1 qui reçoit en vient-il à parler? C'est ça la question. Et cette question m'a hantée depuis très longtemps. Il y a plus de 30 ans, ce rêve que j'ai fait concernant un enfant de mes patients, c'était face à un enfant de 5 ans dit autiste, qui était un enfant adopté, qui venait d'Asie et qui ne disait pas un mot. Je m'étais pliée pour avoir mon visage en face du sien et je lui disais dans le rêve, pourquoi tu ne parles pas? C'était vraiment cette question. J'avais remarqué que certaines mères d'autistes avaient une voix de tête. Ce qu'Alain Didier Veil, à qui j'en avais parlé, développe dans Lila ou la lumière de Vermeer. Ainsi, alors ça c'est très important, la voix par laquelle la mère s'adresse à son enfant n'est pas porteuse de souffle venant du ventre, mais est dans le registre de ce que les chanteurs appellent une voix de tête, dépourvue d'harmonique, ça c'est très important, qui ne deviennent dispensatrices de sens que si elles peuvent se diffracter en écarts différentiels. Quand il n'y a qu'un son, ça ne marche pas. Cette voix ne peut pas faire entendre la voix de tête, ne peut pas faire entendre l'ailleurs de l'altérité et permettre l'expulsion de la signifiance, c'est-à-dire l'inscription du signifiant. Le signifiant, dans la parole désirante, dirait Françoise Dolto, adressée à l'enfant, opère le refoulement originaire à l'origine de l'inconscient. Il n'y en a pas avant, à condition que la mère abandonne l'objet oral à son enfant, comme le développe Rosine Lefort dans La naissance de l'eau. Et on pense alors à la mère suffisamment bonne dont parlait Donald Winnicott. Et alors, il y avait écrit encore, mais c'est exactement ça, c'est la seule fois où il parle des perceptions, à d'autres moments, c'est plus fou. Les perceptions réelles seront perdues et inscrites comme signifiantes en tant que représentatives de la pulsion correspondante. Représentatif, je ne sais pas si c'est sous forme de signifiant, c'est pas autrement. Alors, je vais vous parler je vais vous parler, après je ne ferai pas comme ça, mais je vais vous montrer vous faire entendre 4 séances d'un enfant dont il est amené par ses parents, il a 4-5 ans, il est dans une agitation perpétuelle, il n'accepte rien qu'elle n'interdit tout ça, sauf dans la voiture. Et sa mère a renoncé à toutes ses velléités de mère pour la jouissance de son mari, elle a renoncé à l'allaiter, elle ne lui dit rien, enfin tout ça. Et le père que j'ai reçu, je vous dirais il y a 35 ans, c'est peut-être 40, je pensais dans ma tête, il n'habite pas son costume. Hein? Donc, il n'y avait aucune parole là-dedans. Et je vais vous raconter 4 séances où vous aurez toute la... Alors, je ne savais pas ce que je faisais, hein, évidemment. Un petit peu, mais pas beaucoup. Hein? Alors, il était très agité, il prononçait quand même quelques onomatopées. Une voix guturale, déchirée, très dure à entendre.
Et ses parents me disent qu'ils veulent tout faire tout seuls. N'embrasse personne, se réveille toujours la nuit, se berce pour dormir. Il est prof de jour et de nuit depuis l'âge de 2 ans. Et à l'école, prend les jouets des autres enfants, n'écoute pas ce qu'il lui dit. Paul n'a qu'une passion, les petites voitures. Son unique sœur de 3 ans et demi aînée est en psychanalyse en raison de très importants troubles de la personnalité, en fait, du côté de la psychose. Alors, je ne raconte pas l'histoire familiale, je m'aperçois que rien n'est interdit chez les parents de leur corps à leurs enfants, ni dans le voir, ni dans le toucher. Paul est dans un état d'excitation intense, touche tout, sort de la pièce, fait grimper les petites voitures sur les murs. Et lors de mes premiers entretiens avec lui et ses parents, j'ai dû désigner dans mes paroles chaque personne de sa famille à sa place dans la génération, et selon ses dires agir, énoncer des limites ou des différences entre le grand et le petit. Et voilà, alors là, c'est plus voilà, le détail d'une des premières séances où il est seul avec moi. En passant la porte du bureau, il me montre son pull tout mouillé. Et je lui dis comme un bébé qui vient de naître. Il s'intéresse alors aux petites voitures et aux Playmobil. Papa, maman, grand-père, grand-mère et 3 bébés. Il attache le sac à une main de la grand-mère et veut me faire mettre le parapluie à l'autre main. Je lui dis, pourquoi penses-tu qu'elle a besoin de ça? Son enfant est né. Il renverse les Playmobil, fait s'embrasser deux bébés qui frappent le 3e, met le 3e à la place d'un des 2 premiers. Ça, c'est la bagarre entre les parents et l'enfant. Il renverse les 3e à la place des 2 premiers, puis il mange de la pâte à modeler en se regardant dans le miroir. Alors je le nomme en lui parlant beaucoup. Paul X, tu es malheureux parce que tu crois que tu peux prendre pour toi, qu'est-ce que tu donnes? Tu peux prendre ce que ta maman te donne parce qu'elle ne donne rien. Et ce que je te dis, sans donner ton caca, sans bouffer tout ça, c'est à toi. Ta maman a eu aussi une maman, c'est ta grand-mère, parce qu'il avait mis la grand-mère, et moi aussi, j'ai eu une maman. Alors, Paul gribouille alors le dessin numéro 1. Alors, je ne les ai pas, les dessins. Avec 2 morceaux, et avec 2 morceaux de pâte à modeler, le colle ce dernier sur la vitre de la fenêtre. Ensuite, il trace sur une autre feuille le dessin numéro 2 et me demande à voir. Le dessin numéro 1, c'est un magnifique soleil digne d'un dessin japonais. C'est magnifique. Et l'autre dessin, c'est un visage avec juste 2 points pour les yeux, un peu pour la bouche, et avec un grand trait qui flottant comme un cordon ombilical. Il trace sur une feuille de dessin et me demande à boire. Ainsi, dans mes paroles, l'énoncé phonématique de son nom, signifiant du langage et du désir des parents, a fait en même temps fonction de voile sur l'objet et réinscription dans son corps. Mais après que je lui ai fait don dans mes paroles de cet objet oral, Paul a produit ensuite une image différente de celle perçue dans le miroir, donc représentation de son corps, sorte d'écriture de son image intérieure du moment, celle que Françoise Dolto appelle l'image inconsciente du corps. Ensemble des perceptions du corps par les différentes zones pulsionnelles passées par le refoulement originaire, opérées par la parole juste sur ce qui se passait pour lui à ce moment-là. Et ensuite, seulement Paul s'adresse à moi pour me demander cet objet oral. Encore un peu. Une dizaine de séances après la précédente, Paul va remplir le biberon d'eau, le boit et le lance loin de lui, sans me demander de le renvoyer comme auparavant. Et puis, il demande à faire pipi. Je lui dis non, si tu ne peux pas attendre, nous arrêtons la séance et nous reprenons notre travail la prochaine fois. Il cherche les petites voitures, les lance loin de lui et de moi, allume la lampe de mon bureau, se heurte la bouche avec un crayon et va se voir ainsi dans le miroir. Je lui dis, Paul X, un garçon. Paul dit, pas bon. Puis il trace le dessin numéro 3 et de l'autre côté de la feuille, le dessin numéro 4 en disant le soleil. Alors, les 2 dessins que je vous ai décrits tout à l'heure, c'est le 3e et 4e. Les premiers, c'était comme les premiers dessins des enfants qui dessinent, c'était des lignes comme ça.
je me suis trompée. C'est quand même vieux. Puis, j'ai pas les dessins avec moi. J'ai pas retrouvé le correspondance freudienne dans lequel j'avais publié. Je sais pas où il est. Alors, puis en disant le soleil, et avec 2 boules de pâte à modeler, il va coller cette feuille sur la vitre, côté soleil en avant, mais on voit l'écriture du verso par transparence. Puis avec un crayon, il pique les morceaux de pâte à modeler à travers le papier, va reprendre les morceaux de pâte à modeler et met un pied sur chacun d'eux. Y imprimant la marque de ses chaussures, qu'il regarde en disant « il pleure, il pleure ». Premier affect. Ensuite, Paul colle les 2 morceaux l'un sur l'autre, transperce l'ensemble avec un crayon et met ses dessins à la poubelle, sans angoisse ni colère. Il boit le biberon en tenant à la main la pâte à modeler et le crayon, l'objet et tout ça. Alors, j'ai récupéré les dessins dans la poubelle, évidemment, parce que je voulais les regarder. Et puis, j'étais jeune, maintenant, je ne les récupère plus. et voilà. Quand l'objet oral est loin, perdu, Paul, en demandant de faire pipi, propose pour remplacer la jouissance perdue son sexe. Après mon refus, ce qu'il le représente, lui, dans son jeu, les petites voitures. La voiture des parents est peut-être le seul lieu où il y avait de l'interdit. Peut-être loin de moi, mais sous condition d'une présence doublée d'absence, la lampe allumée. Au lieu de l'opposition perceptive de la pulsion scopique. Devant son image où je le nomme Paul X, un garçon, le crayon n'est pas bon. Et ce que Freud appelle l'intrication pulsionnelle, proposée par l'enfant pour ne pas vivre la perte, inassumée par ses parents, rate. Il trace alors ces 2 représentations de son image inconsciente du corps qu'il colle sur la vitre et marque sur le résidu du réel de l'opération, la pâte à modeler, les traces réelles de son corps, l'empreinte des chaussures, qu'il fait traverser par un symbole visible de la différence sexuelle, le crayon. Il a une sœur, lui. Il jette son dessin tranquillement. Ce qu'il a perdu, c'est dans le champ du symbolique et non pas dans le réel de son corps. Et cette perte est manifestée par un sentiment, il pleure. Il a échappé au tout, du tout savoir de l'autre, ça, plus loin voir, de l'autre, et à sa jouissance morbide que manifestait son agitation incessante. Les objets voilés par les paroles de quelqu'un sont devenus signifiants de son corps, ils sont à lui et pas à l'autre, mère ou psychanalyste, en même temps que son nom est devenu pour lui signifiant du désir d'un autre, donc nom de père, adressé par un je permettant le tu. Peu de temps plus tard, la mère m'a dit, Paul a dit, ça c'est à moi, en désignant ses vêtements et ses chaussures, et il est calme à l'école. Il s'est mis à parler de manière compréhensible, même si le je n'est pas venu tout de suite après cette séance-là, et il manifeste pour la première fois de la tendresse. Donc, dans ces 2 séances, les premiers mots de l'enfant surgissent après le trait d'écriture de son image inconsciente. Effet du refoulement originaire produit par la parole d'un adulte, opérant le voilement de l'objet et une perte dont ce trait est la trace. Voilà. Et ce que je veux dire après, c'est qu'à la fin de sa cure, il arrive un jour triomphant en disant « Je suis allé repêcher Yann dans la piscine ». Et il n'avait pas permis à apporter son paiement. Il pensait qu'il serait dispensé puisqu'il avait repêché Yann dans la piscine. Il avait repéré un enfant qui avait coulé, il est allé le chercher avant que le maître nageur arrive. Il l'a remonté. Et je lui dis, si, ce que je te demande, je le demande toujours. Donc, tu le dois. Voilà. Donc, j'avais mis en parallèle tout ça avec 3 dessins de Rembrandt, mais on ne peut pas le faire ici. Et alors, ça, qui est manifestement un enfant pour qui
la métaphore du nom du père ne fonctionnait pas, aucun nom du père fonctionnait, une toute petite trace dans l'interdit face aux voitures, dans la voiture, qui fait que le premier jeu qu'il prend, c'est les petites voitures. Ça contraste, c'est manifestement le début d'une psychose infantile, je pense. On peut être d'accord là-dessus. Mais tous les enfants ne sont pas comme ça. Et à peu près à la même époque, je reçois un enfant, à peu près du même âge, qui ne parlait pas, qui se planque sous mon bureau pendant que sa mère parlait. La mère raconte deux choses. C'est que son père et elle, enfin son mari et elle se disputent tout le temps, que ça crie tout le temps, qu'il y a de la violence à la maison, que l'enfant a dû entendre ça même dans son ventre, et que quand il est né, lui donnait s'occuper de lui, raconte tout ça à l'enfant devant la mère, et après je le reçois seul. Et il reste toujours sous mon bureau, planqué, loin, sans me dire quoi que ce soit. Alors je reprends tout ça, qu'il a dû avoir peur, croire que le monde était méchant, et que ses parents se disputaient, ce n'était pas à cause de lui, c'était leur problème, et qu'effectivement leur problème, ils n'avaient pas compris. Rien. Alors, 2 mois, ça a duré, entre premier entretien et ce que je vais vous raconter là. Alors, je prends le biberon, c'était un biberon de jus de fruits, vous savez, les biberons des gamins qui sont un peu plus petits, et je le fais rouler par terre et je l'envoie. Mais donc, l'objet oral, je ne m'en rendais pas compte, hein, c'est comme ça que j'ai fait ça. Il me l'a renvoyé. Et puis, on commençait nos échanges. Alors, je ne vous raconte pas tout ça. Et quand il a commencé à parler, ce qui m'a frappé, c'est qu'il parlait en miroir. Quand je lui disais au revoir François, il me répondait au revoir François. Il est rentré à l'école, il est sorti de cet état, il est rentré à l'école, il a parlé, il est devenu gay. La seule chose que je n'ai pas pu résoudre, c'est les délires du père. Le père avait été lésé à son travail et régulièrement déliré dès qu'il avait quelque chose qui faisait remonter ça. Il n'a pas voulu aller parler à quelqu'un, il voulait parler qu'à moi, il est venu que quelques fois, enfin bon. Et 8 ans après, j'étais partie du centre de santé. Un jeune homme de 15 ans prend rendez-vous chez moi, tout seul. Il arrive, eh bien, c'était François. Alors, il me dit qu'il est en seconde au lycée et il se tait. Alors, au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que c'est à cause de ton père que tu viens me voir? Parce qu'il était tellement dur, ce père. Il me dit, non, c'est pas ça. Mais j'ai été malade et j'ai peur que les filles le voient. Alors, je lui donne un rendez-vous, on fait la séance, je lui donne un rendez-vous la semaine suivante, et pendant la séance, le téléphone sonne. Et il répond au téléphone. Les ados répondent au téléphone pendant leur séance. Alors, c'est là que je l'ai découvert. Et alors, il répond, ah oui, Céline, d'accord, à tel café, place Bellecour. Voilà, il raccroche. C'était à Lyon, la place Bellecour, c'est un endroit où il y a beaucoup de cafés. Mais je ne me souviens pas du nom du café. Puis en partant, je lui dis, est-ce que vous voulez un rendez-vous tu? J'ai peut-être même dû tutoyer tu. Veux un rendez-vous pour la semaine prochaine? Il me dit non, ça va. Je ne l'ai jamais revu. Je lui ai dit qu'il pouvait revenir, reprendre rendez-vous quand il voudrait, que je recevrais. Je ne l'ai jamais revu. Alors, comme il y a 20 ans, je suppose s'il y a eu un grave problème, il serait revenu. Donc, voilà. Et alors après, oui, là, c'est totalement différent. Il était soumis à la violence des parents sans comprendre. Mais par contre, ses parents, ils existaient, ils vivaient, ils parlaient. Hein, donc, c'est pas pareil. Alors maintenant, la pire histoire que j'ai reçue de ma vie, mais rapide. Je reçois une petite fille de 2 ans qui ne parlait pas, qui ne marchait pas, qui ne réagissait à rien. Un biberon, la voix de sa nourrice, la voix de la grand-mère, la mienne, rien. Elle avait été trouvée presque mourante par sa grand-mère aux environs de 8-9 mois
pour une gastro-entérite. C'était la deuxième, elle en avait eu une à 5 mois, et la mère mettait le biberon de la mare du jardin, l'eau de la mare du jardin dans le biberon. C'était la deuxième fois que ça se produisait. Cet enfant, depuis la... C'est quoi la marque du jardin? Eh ben parce qu'ils habitaient dans une maison en Ardèche, et il y avait une mare, et elle mettait... Et peut-être qu'il n'y avait pas l'eau courante, parce qu'ils vivaient dans la région lyonnaise, et comme ils étaient dans l'errance et sans argent, ils étaient partis en Ardèche. Et en Ardèche, la mère s'est prostituée, enfin bon, bref, peu importe, elle laissait sa fille toute seule la nuit, enfin bon, je ne vous raconte pas, et donc il y a eu un placement judiciaire lorsque la grand-mère a vu cet enfant dans cet état. Il y avait une petite fille qui avait 3-4 ans de plus, qui vivait aussi, sa sœur aînée. Et la sœur aînée a été placée par le juge chez sa grand-mère, et la petite fille, que je vais appeler Manon, a été placée chez une grande tante, mais très jeune, du côté du père de sa mère, elle, hein, donc qui était quelqu'un en qui la mère Manon avait très confiance, donc elle était d'accord pour ça. Et alors j'ai reçu au centre de santé la mère, la grand-mère et cet enfant qui était venue inscrite sous un faux nom, parce que la grand-mère était du secteur, mais pas la nourrice, et j'avais peur que je ne la prenne pas. Donc elle est venue pendant quelques temps, alors je vous dis, elle ne bronchait pas et tout ça. Et puis, ah oui, non, elle n'est pas venue tout de suite. J'ai dit à la nourrice, puisque vous venez de recevoir cet enfant, faites comme vous voulez, comme vous pouvez, venez me parler comme vous voulez, et quand elle aura confiance en vous, je la recevrai. Alors, on a fait comme ça, elle est venue quelques fois, et on va dire le dégel partiel de cet enfant est venu chez sa nourrice où elle hurlait devant la machine à laver. Et moi, elle prenait le napperon du divan, parce qu'au début, elle est venue au centre de santé, mais elle mettait 1h30 pour venir. Alors, comme j'habitais de l'autre côté de la ville, ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir dans le privé. Donc, j'ai accepté. Et donc, on a changé de maison. Hein, on est du centre de santé à chez moi. Et c'est après, peu de temps après, je change de bureau. Et alors, elle suspendait le napperon du divan au mur et elle se mettait à hurler. Donc, j'ai demandé si les histoires de linge à la grand-mère qui venait me voir une fois par mois. Voilà, sans l'enfant pour parler. Et elle m'a dit, mais je l'ai trouvée dans un état de saleté inimaginable, je ne peux pas vous décrire ça. Donc, elle n'était jamais lavée. Et alors, elle avait refusé de manger à 5 mois, ce qui veut dire que le biberon, elle avait refusé de boire le biberon, ce qui veut dire qu'elle avait fait le lien entre ce qu'elle ingérait et sa gastro-entérite. Bon, je passe tout ça et j'avais prévenu que je changeais de bureau, mais que ça ne changerait pas nos liens, etc. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Quand elle arrive dans ce bureau la première fois, elle se met face à la fenêtre et elle se met à crier comme l'enfant du tambour. Vous voyez, un truc qui perce les oreilles. Et ça ne s'arrêtait pas. Et je ne savais pas sur la voix tout ce que j'avais compris après. Mais je me suis mise à vociférer plus fort qu'elle en lui disant « Manon, tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit ce qui te fait crier comme ça. » Et je vois la petite fille qui s'arrête, qui se met à danser, on aurait dit Caroline Carson, en mimant le toit d'une maison et qui dit son premier mot, maison. 5 ans, elle avait 5 ans ou 4 ans, enfin, je l'ai reçue à 2 ans, 2 ans et demi, oui, ça devait être 4 ans, parce que le temps qu'elle reste chez sa tante, enfin, bon, ouais. Et après, on commençait nos échanges, alors elle m'a fait passer devant la lampe, devant les ombres, et elle m'a dit, Manon a peur, et elle se couchait sur le divan, donc là, j'ai parlé de la nuit, là-bas, enfin, je ne vous dis pas tout ça, parce que c'est trop long. Puis après, elle m'a fait repasser plus tard devant ses ombres et elle m'a dit « Manon rigole ».
Elle n'avait plus peur. Et la famille, je m'arrêterai après, la famille d'accueil a décidé de l'adopter avec l'accord du père et de la mère de chair. Et après cette adoption, pour cet enfant-là, je faisais des feuilles de sécurité sociale, hein, parce que bon. Et en faisant la feuille, je remplissais, elle avait compris que c'était mon nom, elle m'a dit, tu écris ces deux noms. Manon, ces deux noms. Elle s'est mise à chanter après, et elle a chanté Mamie Blues. C'est sa grand-mère qui l'avait trouvée. Et je me suis aperçue à ce moment-là qu'elle avait un bras qui ne fonctionnait pas très bien. Et je l'ai bien regardé, c'était périphérique, c'était pas central. Donc j'en ai déduit qu'elle était restée des heures couchée sur ce bras dans le froid et qu'il y avait eu une lésion périphérique. Mais la nourrice, je n'aurais jamais dû dire que j'avais vu ça. La nourrice l'a amenée chez un grand neurologue de l'hôpital qui lui a dit qu'il y a une calcification dans le cerveau, c'est pour ça qu'elle a cette paralysie. Et ce n'est pas la peine de faire une thérapie parce qu'elle ne changera jamais. Mais enfin, elle avait déjà beaucoup changé. Donc, la thérapie s'est arrêtée. C'est dommage parce qu'elle était rentrée dans une institution, elle commençait à échanger avec les autres enfants. Enfin bref, bon, passons. Alors là, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est peu de temps après ma vocifération, elle ne veut pas venir chez moi. Alors la nourrice vient seule et me dit, eh ben, je crois que j'ai compris pourquoi. C'est à cause de votre grosse voix. La grosse voix l'avait mis dans la crainte. Alors, je lui ai dit de dire à Manon que si elle ne voulait plus venir, elle ne viendrait plus, mais qu'elle vienne une fois pour me dire au revoir et m'expliquer pourquoi elle ne voulait plus venir. Alors, elle est venue et je lui ai dit, eh bien oui, Madame Colonna, elle a une grosse voix. Et je ne sais plus ce que j'ai dit, et une fois après, un jour où on parlait, je lui ai dit, parle pas si... Elle m'a dit, parle pas si fort, tu sais bien que je t'aime. alors, voilà. Donc, ça, c'est une enfant, c'est un autisme secondaire, c'est précoce. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite après la naissance, c'est 3-4 mois après ou 5 mois après, quand la grand-mère n'était plus là et qu'elle a été maltraitée d'une façon terrible. Voilà. Alors après, m'est arrivé quelque chose qui est important. Il y a eu un colloque international de neurophysiologie à Paris avec tous les neurophysiologues du monde et avec traduction simultanée. Alors, je suis restée 3 jours à écouter tous ces gens, il y avait presque que des hommes, c'est il y a 15 ans, et il y a un neurophysiologiste canadien qui expose en français une expérience avec un sujet qui était basé sur la vision. Et pour les neurophysiologistes, c'est bien parce qu'eux aussi voient la même chose. Alors, le contenu de l'expérience, je l'ai oublié, mais sa conclusion, c'était que le cerveau fonctionnait selon le principe de plaisir. On aurait cru entendre l'esquisse de Freud. L'esquisse, c'est une invention de Freud, ce n'est pas des données neurophysiologiques. Et alors, je lui ai demandé à ce savant, Si tu veux, on t'en prendra d'autres. je lui ai demandé s'il expliquait que pendant la guerre de 40 ou la guerre d'Algérie, des sujets aient pu se taire sous la torture. Et alors, il m'a répondu, parce que ça leur faisait plus plaisir que de parler. Alors là, j'étais un peu sidérée. Et alors, celui qui était le président de la table ronde, c'était Gérald Edelman, m'a regardé, j'étais au 4e rang, et a dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises. Bon, ça m'a rassurée. Et donc, j'ai acheté son bouquin en sortant. Il était prix Nobel pour ses recherches.
Il a écrit un bouquin qui s'appelle Biologie de la conscience, il y a 15 ans ou je ne sais pas quoi, que j'ai lu. Et j'ai appris 3 choses importantes. La première, c'est que dans le cerveau, ah oui, il avait dédié son livre à Charles Darwin et à Sigmund Freud, en disant à la mémoire de 2 pionniers intellectuels. Et il dit au début de son livre, les neurosciences ne sont pas un apport à la psychanalyse, ils la permettent. Alors, il a appris 3 choses importantes. Dans le cerveau, il n'y a pas de moncule, c'est-à-dire il n'y a pas de commande. Deuxième, donc une question demeure toujours sans réponse, c'est celle de l'intentionnalité. Et c'est celle-là, c'était là-dessus que reposait ma question sur la torture. Et l'intentionnalité est d'importance pour les enfants et adultes ayant subi des maltraitances, quelles qu'elles soient et par qui que ce soit. Il se pose toujours la question de la jouissance de l'autre. Et si l'autre est perçu comme mauvais, le sujet ne pourra pas faire sien ce qu'il donne, ni écouter ce qu'il dit, ni répondre. Et c'est l'autisme. Voir le livre de Temple Grandin, Ma vie d'autiste, si vous l'avez lu. Et alors, dans ce livre, 2 données intéressantes pour notre travail. La première, c'est que les voies de la sensibilité viscérale, c'est-à-dire les nerfs sympathiques et parasympathiques, ces voies-là sont différentes des autres voies, connexion cerveau et organes des sens. Elles ne donnent un signal au cortex que quand il y a lésion, que quand ça dysfonctionne. Autrement, elles s'arrêtent au tronc cérébral, ça peut provoquer des insomnies. Alors, les gens qui ont des problèmes comme ça, ils ont un malaise, ils ne savent pas à quoi l'attribuer, et le médecin les prend pour des psys, leur donne des neurotropes. En général, c'est comme ça, ou des somnifères. La deuxième chose, c'est que toutes les voies nerveuses communiquent entre elles par des ramifications au bout desquelles sont les dendrites, c'est des comme ça. Et les dendrites assurent la contiguïté entre des voies différentes. Par exemple, la sensibilité de la peau, l'oreille, les yeux, la locomotion, tout ça. Ceci, entre autres, explique la crise commerciale où trop d'excitation, soit d'une tumeur, soit d'une douleur, soit d'un viol, va dans la voie motrice, évitant que les plombs sautent. Alors ça, c'est une expression de mes patients adultes qui avaient des crises. Cela fait aussi écho à la question de Freud dans l'esquisse. Comment une quantité d'excitation peut se transformer en qualité? Pour cela, Freud invente les neurones oméga, sensibles à la période. La période, c'est soit un phénomène ondulatoire qui monte, qui descend, selon une certaine période, c'est-à-dire une amplitude de ces ondes. Or, 2 phénomènes ondulatoires de même intensité, mais de périodes contraires, s'annulent. Et quand il y a un son qui a une intensité supérieure, eh bien, ça peut l'annuler aussi. Et la grosse voix met Manon dans la crainte. Alors, forte de ces données que la médecine ne m'avait pas apprises, je reçois Paolo. Alors, c'est le dernier exemple. Paolo, c'est un petit garçon de 3 ans et demi. Il est attendu à l'hôpital de jour dans le service des autistes de l'hôpital psychiatrique. Et le psychologue qu'il a reçu au centre de santé pendant quelques mois me l'envoie, après m'avoir entendu, je ne sais pas où.
Alors, il arrive avec sa mère et donc il ne parle pas, sauf pour demander à boire ou à manger. Il n'a jamais un geste de l'entraise, il n'écoute rien, enfin, il est complètement ailleurs. Alors là, il se met devant la fenêtre en tournant le dos à sa mère et à moi. Alors, fenêtre, bon, je demande à la mère, racontez-moi sa naissance. Alors, sa naissance, ça a été, d'abord, c'est un enfant très attendu, né après 10 ans de mariage, sous procréation assistée. Et je ne sais plus laquelle, je l'ai su, mais je ne sais plus. Et l'accouchement, donc cette femme, elle avait plus de 30 ans, 35 ans peut-être, elle a eu beaucoup de peine à accoucher. Alors le médecin, l'obstétricien, a fait sortir cet enfant par ventouse. Vous connaissez ce que c'est? C'est une ventouse et on tire. Quand la tête de l'enfant arrive, on tire. Et il est sorti tellement vite qu'il a failli tomber par terre. L'obstétricien l'a ramassé de justesse avant qu'il tombe sur le sol. Et la ventouse fait un hématome. Et cet hématome se résorbe toujours, mais très douloureux. Et voilà. Donc, j'appelle Paolo une fois, 2 fois un peu plus fort, 3e fois un peu plus fort, 4e fois encore plus fort et 5e fois très fort. Il se retourne et il vient s'asseoir sur la petite chaise en face de moi, à côté de sa mère. Alors je lui raconte tout ça, hein, qu'il était très attendu, ses parents l'attendaient depuis longtemps, et que quand sa maman l'a fait naître, c'était très dur pour elle, donc très dur pour lui, que le médecin l'a fait sortir avec une ventouse qui lui a fait très mal à la tête, et a failli la récupérer dans les bras in extremis, et qu'il a eu très peur, et qu'il a pensé que le monde était méchant. Et qu'il a eu très mal à la tête, enfin sur le haut de la tête. Et j'ajoute, à savoir pourquoi, quand on a mal, le biberon n'est pas bon. On arrête, et je donne un rendez-vous la semaine suivante. La semaine suivante, Paolo arrive, il s'assoit sur la petite chaise, il me dit « Biberon pas bon quand t'as mal ». En direct. Alors, il a commencé à parler, etc. Et à un moment donné, je vais raconter. Oh oui, ses 4 grands-parents étaient italiens vivant en France. Donc, ses parents étaient tous les 2 d'origine italienne, française, mais parfaitement bilingues. Hein, bon, ça explique certaines choses. Et quand il a commencé à parler, un jour, il m'a apporté un dessin de l'école. Il ne dessinait pas encore très bien. C'était une libellule. Il m'a dit, tu as vu, je lui ai mis un parachute. Et bon, la cure se développe. Et un jour, ça je tiens à le raconter, il dessine un mammouth qui est dans la glace. Et il mime la sortie de la glace avec son corps en même temps qu'il fait le dessin. Puis après, il me dit, il y a des mammouthos et des mammouthas. Alors après coup, évidemment pas ce jour-là, j'ai pensé, sa mère, elle était out quand il est né. Elle n'était pas là, quoi, elle n'y arrivait pas. Et donc, il est allé à l'école, il a parlé, tout ça. À un moment donné, sa mère me dit, il ne voulait plus venir, alors il n'est plus venu, puis il est revenu, il me dit, tout va bien, mais soit il suit, soit il cogne. Et c'est après cette séance, après ce retour, qu'il fait ce dessin de mammouth. Et alors, à la fin, ah oui, ce qu'il faisait aussi, c'est beaucoup d'avions. Et un jour, il me dit, je vais t'en faire un à l'italienne, un avion en papier. Hein, et voilà. Et donc, sa mère était à ASM dans son école. Alors, il faisait des bêtises pour la faire venir. Et je dis à la mère, mais laissez faire les personnes qui ont sa charge. Pourquoi vous y allez? Et alors, ça marchait, évidemment, avec la mère. Et la mère, tout au début, voulait que je fasse un certificat pour qu'elle reste avec son enfant à la maison. Ce que j'ai refusé, mais
tout au début, mais je lui ai dit, je veux bien vous recevoir une fois par semaine, parce qu'elle prenait des antidépresseurs que lui donnait son généraliste pour supporter la situation. Alors, elle est venue pendant 1 an au début de la cure de son enfant, elle a arrêté ses antidépresseurs et elle est restée à son travail. Donc, voilà. Et ce petit garçon, à la fin, il me posait des devinettes et des tas de questions sur Dieu, sur tout, inimaginable. Voilà. Donc, pour lui, ça a été vite, enfin, le début, hein, parce qu'après, il faut du temps. Et donc, la voix, elle a véhiculé une idée que j'avais, mais aussi du désir, hein, avec l'intensité de cette voix. Bon. Alors, la voix, ce phénomène ondulatoire, émetteur de son et de parole, est très affecté par les émotions et transporte quelque chose du désir d'un sujet. Et on a dit que la voix des certaines mères, pas toutes, autistes, et sans fréquences différentes, enfin très différentes, et ne véhicule pas de désir. Et du reste, on a vu souvent des enfants devenir autistes quand leur mère était mélancolique après la naissance. Et les psychanalystes qui vont dans les maternités, quand elles peuvent se rendre compte de ça, ou que les infirmières, elles arrivent à reconnecter l'enfant à la mère en très peu de temps. En très peu de temps. Alors, sans doute que l'intensité de la voix soit supérieure à l'excitation qui rend fou n'est pas suffisant à faire passer le ou les signifiants qui opéreront le refoulement originaire. Il faut encore qu'elle parle du désir, mais d'un désir d'ici et maintenant, quantique, et sans prétention de jouissance sur l'autre, ni prétention d'un quelconque but à atteindre dans le futur. C'est tout. Bon, mais merci beaucoup, Sophie. Il y a beaucoup de choses et je pense que vous allez tous, en tout cas, poser aussi vos questions. Je sais pas, on n'a pas les. Alors, juste pour commencer cette discussion, j'aurais envie de te reposer la question d'Alain Didier Veil. Comment le 1 qui reçoit en vient-il à parler, en ajoutant à parler ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire que ce qui se passe dans les perceptions, ça envahit un sujet. Et quand on lui parle juste de ça, on opère le traumatisme du langage. C'est-à-dire, on limite cette perception et en même temps, le signifiant se colle dessus. Enfin, voilà. Et que, à ce moment-là, l'excès, l'envahissement par les perceptions non nommées est limité. Et l'enfant peut entendre ce qu'on lui dit, peut regarder ce qu'il voit, peut goûter le biberon, peut faire tout ça. Et à un moment donné, comme ce qu'on lui a donné, il en a vécu le bienfait, eh bien, il répond. Et il répond souvent par un geste au début. On ne s'en aperçoit pas quand on est parent, mais c'est souvent par un geste. Et alors, il y a une chose auquel je ne suis pas insistée, mais les enfants tout petits, quand ils ont… Tout est attribué à l'autre, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand tout est mauvais, ils ne peuvent pas converser ou accepter les choses qui viennent de lui. Voilà, le 1, c'est la substitution du signifiant à toutes ces perceptions et à la signifiance. C'est-à-dire que c'est le signifiant qui s'imprime à cet endroit.
Et il n'a pas forcément de signifié à ce moment-là. Hein, c'est ça que Lacan nous a appris. Et pour poursuivre sur justement quand finalement le langage ne peut pas advenir, dans les exemples, il y a souvent, enfin, en tout cas dans certains exemples que tu as de tes cures, il y a souvent une forte douleur dans le corps de l'enfant, d'un événement. Et sur cette douleur, finalement, cette douleur, enfin, tu dis que l'autre est perçu comme mauvais. Alors, parce que… Il attribue cette douleur à l'autre. Mauvais, c'est déjà trop. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. Et peut-être aussi parce que cet autre, justement, il n'a pas su s'identifier à ce que vivait l'enfant par rapport à cette douleur. Tout à fait. Je n'en ai pas parlé, mais quand il y a eu une naissance comme celle-ci, visiblement pour Paolo, la mère ne s'est pas identifiée à lui, elle ne lui a pas parlé. J'ai oublié d'en parler de ça, mais c'est vrai. C'est très important. Elle n'a pas pu se représenter ce qu'il avait vécu et lui en parler tranquillement, au bon moment. Elle était peut-être pas au fait de la douleur que l'on fait, parce que si on ne lui a pas expliqué, il ne peut pas le savoir. On n'entend pas la question, hein. On n'entend pas la question. D'accord. Il faudrait parler plus fort ou plus proche de l'ordinateur sur votre remarque. Je disais que cette maman, elle ne savait pas forcément que l'histoire de la ventouse était si douloureuse. On ne lui a peut-être pas dit. Oui. Et puis le vol plané que cet enfant a failli faire, elle n'a pas pu imaginer la terreur que ça a provoqué. Ah, mais sûrement, sûrement. Il a été dit, au cas où vous n'auriez pas entendu, que la mère de Paolo n'a pas pu se représenter la douleur de l'hématome, ni la terreur que pouvait susciter chez cet enfant le vol plané à toute allure, hein, comme une bombe, il a dit le médecin à la mère. Donc, oui, ça c'est sûr. C'est évident, parce que tous les enfants qui ont vécu ça ne finissent pas autistes. Oui. Donc, il y a quand même finalement dans l'imaginaire ou dans les rêves de l'analyse, puisque tu nous as partagé cette question de ton rêve qui t'avait peut-être aussi amené à cette question de pourquoi la parole vient ou pas. Il y a quand même essayé d'ouvrir autour de ce que l'enfant a vécu dans son corps, de ce qu'il a pu vivre, ce que traduit dans la séance, finalement, un éprouvé corporel qui serait resté sans mots, sans… Oui, avec lequel il a été tout seul. C'est-à-dire que les parents n'ont pas été là pour ça. Oui, c'est important. Et la douleur, c'est un excès d'excitation. Oui. Il y a plusieurs questions comme ça, enfin, plusieurs remarques aussi. Le problème du bras. Oui. Je pensais que c'était quelque chose d'un éprouvé, si tu veux, qui était à… On n'entend pas la question, hein. Oui, il faudrait venir pour la… Oui, comme ça. Les cet œil. Oui. Alors, je pensais que cette histoire de bras pour cet enfant, c'était aussi sans doute une tension des muscles et des mouvements au moment où s'organise la tension musculaire, parce que c'est important la façon dont le corps se forme au départ. C'est-à-dire qu'au niveau interrelationnel, ça n'a pas fonctionné. C'est une hypothèse comme ça. Sûrement, mais seulement il n'y avait qu'un bras d'atteint. Oui, mais alors, bon, quel était ce bras? Voilà, enfin, voilà, bon, voilà. Quel bras. Voilà. Et elle était vraiment maltraitée. Hein. Oui, il n'y avait pas de rideau aux fenêtres, il y avait l'ouragan là-bas, c'est la grand-mère qui m'a décrit ça, avec la lune qui devait leur faire une peur terrible. Voilà. Enfin, je vous ai passé beaucoup de choses. Oui. Et puis, la question du soleil aussi. Je pensais aux enfants autistes pour qui le soleil, c'est une peur, qui est trop de lumière, justement. Enfin, il y a ça aussi. Mais la lune, elle avait peur de la lune. Aussi, ah oui, de la lune, oui. Bon. Et puis, autre chose aussi… C'est son premier dessin, la lune. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est le premier dessin. Et puis…
une autre chose que tu expliques très bien, et j'aimerais bien que c'est autour de la question du paiement pour les enfants, parce que je trouve que c'est une question très difficile, enfin, pour moi. Oui, Hein. alors ça, je veux bien en parler. On me questionne sur la question du paiement. Alors, quand j'étais C'est une bonne question. Comment? On me questionne sur le paiement symbolique. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Oui, je vais en reparler. Quand j'étais au séminaire de présentation de cas chez Dolto, j'étais en même temps en contrôle chez Rosine Lefort. Alors, Dolto, elle demandait un paiement symbolique à tous les enfants, y compris un caillou au tout petit. Et Rosine Lefort, jamais rien. Alors moi, j'avais réfléchi à ça. Et j'en étais arrivée à l'attitude suivante que j'ai gardée jusqu'à maintenant, qui était que tant qu'un enfant n'a pas symbolisé son objet oral, je lui demande rien. C'est-à-dire que sa survie physique et psychique. Et je ne demande jamais un objet réel. Je demande un timbre en leur expliquant que quand on veut écrire à quelqu'un, on met un timbre sur l'enveloppe qu'on achète et avec ce timbre, le facteur est payé pour mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Et il peut demander un timbre à ses parents, mais je demande aux parents de jamais leur faire penser, mais qu'il peut le fabriquer lui-même aussi. Et je n'ai jamais demandé que ça à un enfant. Alors des timbres, j'en ai reçu toutes les couleurs. Hein. Une fille qui me dit j'ai choisi le plus moche, d'autres des cœurs, des millions, de tout ce que vous voulez. Et le plus intéressant, c'est une petite adolescente de 14 ans à la fin de sa cure qui avait découpé un timbre en mettant des ciseaux à pointer, voilà, et sur lequel il y avait écrit « Ceci n'est pas un timbre ». Voilà, et donc j'ai toujours fait comme ça, toujours, et je fais toujours comme ça. C'est-à-dire que l'objet oral, eh ben, quelquefois c'est à 3 ans, mais quelquefois c'est à 6. Ça dépend de ce qui se passe dans la cure. Et alors le timbre, c'est magique. Ils mettent des petits trucs quelquefois. Je ne peux plus le raconter, mais il y a des choses, c'est extraordinaire parce qu'ils peuvent mettre sur leur timbre. Alors je ne fais jamais de commentaires, hein, je regarde, mais je ne fais jamais de commentaires. Donc je suis le facteur du symbolique auprès des enfants. Peut-être quelqu'un qui veut poser une question là, parmi les gens qui ne sont pas locales. Oui, c'est qui? Oui, ben vas-y. Ben viens là, parce qu'on ne t'entendra pas. Ben, je sais bien, c'est... Attends, je te laisse faire. Tu as parlé aussi de l'ombre. Ah hein, oui. Et donc, moi, je pensais aussi aux fantômes transgénérationnels qui peuvent être là. Je voulais l'ajouter là-dedans, j'ai oublié. Ces identifications qui se font souvent avec des ancêtres, bon, voilà, qui ont eu, il y a une identification qui se fait bien sûr à l'insu de tout le monde, mais qui a un rapport avec les transgénérationnels. Oui, alors l'ombre dont parle Michel Montrolet, évidemment, ça pose question puisque ça a à voir avec les générations d'avant. Et moi, j'ai une question vis-à-vis de l'œuvre de Montrolet par rapport à ça. C'est quelle différence elle fait avec le réel et comment ça communique l'ombre et le réel? Et comment elle intervient sur l'ombre, sur ce qui vient de l'ombre par rapport au réel? C'est une question pour moi. Alors, dans les exemples que je vous ai donnés, l'ombre ne m'est pas venue, si vous voulez. Hein, mais il y a sûrement des enfants pour qui ça a joué. Mais là...
Oui, mais j'ai parlé de la peur de Manon. Quand elle m'a demandé de passer devant la lampe et que ça projetait mon ombre sur les murs. Mais peut-être que ça rejoint ce truc-là, parce que quand elle était en Ardèche, dans sa chambre toute seule, avec sa sœur, on avait découvert aussi une fracture de jambe consolidée, hein, donc elle était passée inaperçue, hein, vous voyez un peu. C'est sans doute la sœur qui l'a ramenée dans son lit, hein, enfin, qui avait 5 ans. Hein. Donc, oui, cette question de l'ombre, ça a sûrement à voir avec le transgénérationnel, dans la mesure où jusqu'à ce qu'elle ait 5 ans, elle avait la visite de sa grand-mère tout le temps et qui la gardait de temps en temps. Et cette grand-mère n'avait rien remarqué quand ils sont partis en Ardèche. C'est-à-dire que l'enfant allait à peu près bien. Et sans doute que pour elle, l'ombre de la grand-mère, quand elle était là, était quelque chose d'important. Et c'est devenu terrorisant là-bas, parce que cette ombre ne représentait personne. Les arbres devant la lune, ou les branches, ou tout ça. Oui. Ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est très intéressant. La question de l'ombre et du réel. Ah oui, bah, l'ombre et du réel. Que l'ombre, c'est important. Il y a le réel des générations d'avant, et puis il y a le réel du oui. Oui, Colette dit il y a le réel des générations d'avant et le réel actuel entre l'enfant et ses parents. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui, mais ça doit communiquer. Je me demande si ça n'est pas en relation aussi avec les parties du corps qui ne sont pas à la disposition de quelqu'un, qui sont mangées par l'ombre. Enfin, Oui. C'est-à-dire que l'ombre, ça bouge, ça ne parle pas. Ça peut devenir monstrueux, l'ombre. Alors tu dis, c'est des parties du corps qui ne sont pas à la disposition du sujet. C'est-à-dire que ça prend de la place, une ombre, en fait, oui, oui, oui. dans l'espace psychique de quelqu'un. Oui, Et oui. peut-être dans l'espace corporel aussi. Et leur déplacement n'a pas de sens. Ah ben voilà. Quoi? La substance de l'ombre. On a du mal à suivre hein, là, avec les questions. Quelle est la substance de l'ombre? Il est dit à ma droite. Quelle est la substance de l'ombre? La peinture est la seule qu'on lui donne une substance. Ah, bah alors il faut dire ça. Alors, Joassoline dit c'est la peinture qui donne une substance à l'ombre. Mais on voit qu'elle peut en avoir une autre que celle de la peinture. Et en même temps, les enfants autistes, quand ils dessinent au début, enfin, ce sont toujours des couleurs. Moi, j'ai l'impression que ce moment-là, ce sont des couleurs de leur affect. Mais il faut le dire, par contre, il faudrait vraiment poser la. Et je pensais, bonjour Patrick, et je pensais aussi que la couleur, les enfants, quand ils commencent à dessiner, souvent, ils font des couleurs, ils font de la couleur, et que cette couleur-là, c'est la couleur de leurs affects qui ne sont pas nommés par les parents. Enfin, qu'il y a quelque chose comme ça d'une mise en scène qui fait que, bon, ils s'expriment comme ça, et que ça veut déjà dire qu'ils ont des affects, voilà, colorés. Il y a aussi dans les premiers gribouillons des enfants, on peut repérer quelquefois s'il n'y a qu'une voix ou 2 voix dans la famille. Parce que il y a qu'une couleur, et puis quelquefois, à un moment donné, plus tard, il vient une deuxième couleur. Et ça se repère bien plus facilement chez les enfants qui vont bien. C'est-à-dire quand ils commencent à dessiner, on voit tout de suite ça, s'il y a une voix ou 2 voix.
Moi, j'ai envie de revenir sur cette question de la douleur de l'enfant, de ce qu'il a vécu. Et est-ce que finalement, il y a des liens qu'on peut faire avec la clinique du trauma, peut-être la clinique du trauma aussi telle qu'on la voit chez l'adulte, avec justement des fois des effets de sidération, d'évitement après du sujet, de dissociation? Sûrement, sûrement, puisqu'on s'aperçoit que dans les traumas physiques des accidents, il y avait eu une thèse quand j'étais là-dessus, que ceux qui avaient des troubles subjectifs, ce n'étaient pas ceux qui avaient eu l'accident le plus grave, c'était souvent ceux qui avaient eu l'accident le moins grave, qui n'étaient pas restés à l'hôpital ou qui étaient restés 15 jours, parce que le trauma crânien n'avait pas donné de signe électroencéphalographie, et on les avait renvoyés chez eux comme ça. Et c'est ceux-là qui avaient le plus de troubles subjectifs, c'est-à-dire qui venaient en consultation en étant déprimés, en étant des douleurs, en ayant des douleurs et tout ça. Alors que ceux qui avaient une fracture sont restés à l'hôpital un certain temps, qu'on s'est occupé d'eux, qu'on leur a expliqué, qui ont eu des visites de leur famille. Le trauma psychique a été entendu parler et les autres pas du tout. Alors ça, sûrement, ça a des liens complètement. Et le lien le plus important, c'est que ce soit entendu et parlé. Hein? Pour l'un et pour l'autre, ça a le même effet. Et alors, il y a encore quelque chose sur lequel je voudrais encore dire quelque chose, c'est l'intentionnalité. Parce que à Paolo, j'ai oublié de vous dire qu'avant de lui dire le biberon n'est pas bon quand on mal, je lui ai dit que ni son père, ni sa mère, ni le médecin, ni moi ne voulaient ce qui s'est passé. Hein? Et ça, c'est qu'on ne voulait pas ça, que ça s'est passé, on ne sait pas pourquoi, mais que et ça, c'est très important. Le premier enfant qui s'est mis à parler, c'est un enfant qui avait été opéré à 9 mois d'une sténose du pylore. Il était amené à 5 ans par ses parents pour un placement. J'ai repris l'histoire et j'ai dit à l'enfant, pour une raison que je ne sais pas, tu as été opéré à l'estomac, tu as été hospitalisé et tu n'as pas compris pourquoi. Et tu as été très en colère et très triste que tes parents ne s'en soient pas aperçus. C'est tout ce que j'ai dit. C'est un des premiers que j'ai reçus étant si malade. Suivante, c'était mise à parler chez lui. J'en revenais pas. Ce sur quoi j'étais intervenue, c'était sa douleur, le non-sens et l'intentionnalité. Et je n'avais pas fait la grosse voix, il n'y a pas besoin. Est-ce que parmi ceux qui sont en Zoom, il y a certains ou certaines qui veulent poser des questions? Oui, moi, je voudrais bien revenir. Oui, je vais revenir sur la question de l'ombre. Vous m'entendez? Oui. Bon, que tu as dit comment tu voulais poser des questions à Michel Montrellet sur son usage de l'ombre. Bon, ce sera l'occasion le 25 juin, puisqu'on fait une journée où elle sera sans doute présente. Voilà. Je ne sais pas dans sa place, mais il me semble que l'ombre chez elle, c'est pas le fantôme. Hein. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le fantôme, ce n'est pas ce qui hante. C'est justement, ça peut rejoindre en partie jusqu'à un certain point ce que tu dis, c'est-à-dire il y a une mise à l'ombre par justement le signifiant. Sauf que ça veut dire que s'il y a de l'ombre, c'est qu'il n'y a pas que de la lumière. Hein. Que de la lumière. Hein. Oui. Tu as dit tout à l'heure, comment un tout petit peut être aveuglé par trop de soleil, du trop. Hein. Mais justement, je pense que l'ombre, elle se fait en mettant par le signifiant un peu d'ombre sur le trop de lumière. Hein. Et ça rejoindrait ce que tu disais, la perception, le rapport entre la perception et le non.
Alors, voilà, comme ça, enfin, on pourra sans doute en parler. Bon, là, il y a la différence peut-être plus profonde avec Michel Montrellet, c'est que toi, tu insistes sur le réel actuel, hein, ce que tu appelles la perception. Bon, c'est vrai que chez Michel Montrellet, elle met du réel aussi dans le fœtal et l'ancestral, donc du côté de la mémoire, d'une mémoire de corps. Bon, voilà, enfin, c'était… Voilà, oui, finalement, peut-être la question aussi à travers cette ombre, donc c'était celle qui avait amené Colette, c'est celle du transgénérationnel, et comment finalement le transgénérationnel ou l'histoire peut aussi finalement faire obstacle à cette identification primordiale et finalement à cette parole pour l'enfant. Moi, je ne pense pas que ce soit en direct. C'est ce qui passe du transgénérationnel dans les parents. Je ne pense pas que ça puisse en direct. Et quand Michel Montrellet parle des traces nésiques, je ne suis pas d'accord avec elle. C'est des perceptions. Parce que si ça serait des traces nésiques que s'il y avait eu de la parole là-dessus. Hein? Oui, oui. Bon, c'est là effectivement qu'il y a une différence. Oui. Ok. Pour continuer dans le sens de Pierre et puis de Sophie, je dirais que quand même, ce que Sophie a quand même beaucoup pointé ce soir, c'est la question de la jouissance. Et que Michel Montrellet travaille dans cette histoire de transgénérationnelle la question aussi des jouissances des générations antérieures. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel dans la clinique, hein, pour chacun. Enfin, voilà. Oui, oui, ça peut avoir beaucoup d'effets, par exemple, sur la manière dont une mère fait naître son enfant, par exemple. Et puis sur les histoires d'inceste et tout ça. Oui, les histoires d'inceste, les histoires de comment on manipule le corps d'un enfant, tout ça, hein, bien sûr. Bien sûr que ça passe. D'autres questions ou d'autres… Moi, j'avais une question, Sophie. Je voulais poser la question de la différence entre la perception et la sensation. C'est-à-dire que c'est très important parce que du côté du sensoriel, c'est le réel, puisqu'on ne sait pas à qui appartient la sensation. La perception, c'est déjà qu'il y a une image mentale. Eh bien, c'est justement le contraire. C'est justement le contraire. Parce que, eh oui, la perception, c'est ce que transporte d'excitation au cerveau d'un organe des sens, de la peau et tout ça. Et ce que dit Dolto, et avec lequel je suis d'accord, c'est que la parole de quelqu'un, quand elle nomme au bon moment et de façon juste, cette perception devient une sensation. Et quand elle devient une sensation, elle appartient au sujet. Et donc, il pourra demander à boire ou à manger. Il pourra dire qu'il est en colère ou qu'il a mal. Hein? Et la confusion dans les livres de psychanalyse, elle existe tout le temps, comme par rapport aux perceptions et aux traces mnésiques. Il y a des confusions tout le temps. Et ce qui amène certaines personnes à parler de l'inconscient alors qu'il n'y a pas d'inconscient. L'inconscient n'est pas encore construit chez l'enfant qu'on vous amène. Ou alors un tout petit peu comme ce minimum d'interdit qu'il y avait chez Paul, mais encore, je ne sais pas. Mais c'est très, très important, cette distinction, parce qu'il y a des abus de langage et des confusions terribles. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus d'image. Comment? Je dis j'ai plus d'image, ça me gêne un peu, mais alors, oui, c'est très étrange parce que
cette difficulté que j'ai à… Justement, j'inverse moi complètement, hein, mais c'est parce que j'ai aussi reçu en thérapie des enfants autistes dont il était évident qu'ils étaient complètement débordés par leur perception. Enfin, il y avait un gros travail à faire là-dessus. Et, par exemple, la pulsion orale, qui est portée par la voix, effectivement, était probablement très importante, mais elle, comment dire, il fallait initier quelque chose chez l'enfant, mais ce n'était pas à tous les coups. C'est-à-dire que il n'y avait pas chez lui de réponse, dans les cas les plus graves, hein, de réponse immédiate. C'est-à-dire que cette voix dont tu parles de la mère, cette voix de tête, alors il y a des psychanalystes comme Marie-Christine Lasnig parle du Mamanet. Ils ont fait les Italiens justement ont fait toute un travail sur la voix chez les autistes. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est très très important. Et souvent, moi, j'ai attrapé les autistes avec ma voix. Ah oui, c'est normal. Oui, oui. Mais c'est un long travail quand même de border la pulsion. De border la pulsion. Ben, c'est jamais pareil. Hein. C'est bien ça qu'il faut se dire. Et ce qui vient au psychanalyste, c'est qu'il lit les mises en scène de l'enfant qui ne parle pas. Il fait la lecture de ces mises en scène. Et quand vous voyez le livre de Gaucher-Brissou, dans lequel l'enfant répète la même mise en scène pendant 3 ans et qu'elle lui fait coucou à la porte du placard, qu'elle n'a pas questionné la mère sur la naissance ni sur leur religion, qui est une religion très coercitive, et qu'elle lui chante des chansons. 3 ans, la même mise en scène. Alors, elle l'a apprivoisée, mais elle n'a sûrement pas changé sa vie, ni son mode de rapport au monde. Et c'est pas ça une thérapie d'enfant autiste. Hein? Alors, au lieu de lui chanter des chansons, elle pouvait l'appeler dans son placard. Hein? Je t'attends. Est-ce que de choses comme ça, mais pas oui, je suis d'accord. Des chansons pendant qu'il est dans le placard. Alors, vous savez bien l'argot, hein? Elle a un enfant dans le placard. Pour dire qu'une mère est enceinte, comment? Un polychinelle. Ah oui, un polychinelle, donc tu vois, est-ce que tu veux? Donc, moi, j'ai été scandalisée par ce livre. Scandalisée. Ok. Mais par exemple. Comment? Je pensais par exemple au démantèlement sensoriel dont parle. J'ai un trou. C'est Bion. Non, c'est pas Bion. J'ai un trou là d'un seul coup. Mais en tout cas, le démantèlement sensoriel dont parle Bion, je crois. Après les traumatiques. Et du coup, on peut voir ça chez certains psychotiques, par exemple, chez certains enfants psychotiques, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils partent en morceaux. Oui. Et il s'agit du sensoriel, c'est-à-dire que c'est à partir des organes des sens. C'est parce qu'ils n'ont pas de perception mentale pris dans la relation à l'autre que ça se casse la gueule, quoi. C'est l'effondrement. Oui. Mais tu vois, à ce moment-là, on parle bien de sensation. Il n'y a pas eu de parole pour parler de la douleur et rassembler les… Non. Mais c'est un abus. Il ne faut pas mettre le même mot, parce que c'est 2 choses différentes.
Dans les perceptions, il n'y a pas d'inconscient. Dans les sensations, il y a une ébauche d'inconscient qui est le signifiant, qui a dit « tu as faim, tu as soif, ça fait mal », enfin, ce que vous voulez. Mais c'est… Bien sûr, tout le monde parle comme ça, mais ça met dans la confusion. Et ça met dans la confusion où on dit des choses à un enfant qu'il ne peut pas prendre. On croit qu'il a un inconscient et il n'en a pas. C'est ça le problème. C'est très, très important la question que vous avez soulevée. Ben oui, je vois bien. Oui. Je pensais aussi à un patient que j'avais suivi pendant longtemps en psychiatrie, qui a été dit schizophrène, et je pensais que s'il avait été pris jeune, il ne serait pas devenu schizophrène, mais enfin bon, voilà, hein, c'était comme ça. Et à un moment donné de sa cure, je peux dire de sa cure, il est arrivé avec les doigts, avec des fils de fer, à tous les doigts des mains, hein, et on a reparlé de tout ça, enfin, je veux dire aussi justement autour de peut-être comment son corps s'était constitué quand il était petit. Enfin bon, il avait en même temps un délire par moment. Et après, il est allé en appartement thérapeutique, hein, parce que voilà, il arrivait à être seul et puis, j'allais dire, enfermé dans… C'est une mutilation impressionnante, hein, je veux dire, de voir quelqu'un… Et puis l'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'aussi pour travailler avec ces patients-là, je pense qu'il faut soi-même avoir touché notre part d'autisme personnel. Hein, oui, enfin, c'est comme quand on travaille avec les bébés, si on n'a pas traversé toutes ces choses-là dans une cure et qu'on a été entendu par quelqu'un, hein, bien sûr, par un analyste qui est là à cet endroit-là, on peut pas travailler avec ces enfants-là. Ça rejoint la question de l'ombre, non? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que c'est la question de quel travail analytique on a eu la chance de rencontrer un analyste qui écoute tout ça. Il y a une autre chose importante, c'est que pour écouter des enfants qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas d'inconscient, qui n'ont pas encore en présentation, il ne faut pas se paralyser l'imaginaire. Et ça, c'est très important. Et moi, il y a un enfant qui m'a appris beaucoup de choses. C'est un enfant sourd-muet qui était autiste et qui avait été sorti de l'autisme par sa famille d'accueil et qui m'est arrivé à 11 ans venant d'une institution parce qu'il renversait tout, enfin, il n'acceptait aucune loi, etc. Bon, c'est un enfant qui était tombé de son truc. Enfin, il y avait une placement judiciaire. Je ne vous raconte pas tout. Mais enfin, là, il savait dessiner et écrire. Et les parents d'accueil étaient extraordinaires, ils cassaient les lampes. Les lampes allumées, il envoyait des cailloux, il les cassait. En fait, ça s'est arrêté lorsque j'ai compris, comme il avait eu un bec de lièvre, il a été examiné par les chirurgiens avec de grosses lampes. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Il mettait des chiffons sur les robinets, il serrait ça avec une ficelle, puis il ouvrait tout d'un coup. Et j'ai fait unir sa mère de chair. 17 heures d'accouchement. Donc, comme il m'avait apporté un numéro de sciences et vie de son père qui était chimiste, physicien, je ne sais pas quoi, et je lui ai dit, montre-moi ce qui t'intéresse là-dedans. C'était l'accouchement, le bébé dans le ventre de sa mère à la naissance. Je me suis dit que là, il y avait un truc. Donc, j'ai fait unir la mère de chair et après, je lui ai construit un mythe. Comme quoi, l'accouchement a été très dur et qu'il avait bu la tasse et qu'il avait cru qu'il allait mourir et tout ça. Et les robinets, ça s'est arrêté tout de suite. Et il a fait le premier rêve de sa vie, où il a dessiné un lit, un petit enfant sous une couette, et l'eau montait. Premier rêve. Donc, tout ça, il faut faire fonctionner son imaginaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'envoyer à l'enfant comme ça, mais il faut se demander pourquoi on a pensé à ça. Et ensuite, faire venir la mère ou faire ce qu'il faut faire pour pouvoir se dire qu'on est dans la bonne voie. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être… oui. Non, je ne sais pas, il y a peut-être une autre question. Hein. Bon, merci beaucoup, Sophie Toloda. Hein.
Je voudrais rajouter que si pour poursuivre la discussion, vous pouvez écrire pour les lettres. Hein, ça peut être tout de suite. Voilà. Oui, oui. Pardon, vas-y. Tu penses à Colette et à Maryse en particulier, là? Par exemple, oui. Perception et sensation. Voilà. Ouais. Une invitation à l'écriture. Non, mais ça, je l'ai écrit dans mon livre. Bon, bah, écoutez, donc on se retrouve samedi à 14 h au local où donc Jean-Yves Brodic et Pascal Assoun accueilleront Nicole Hiver-Coursilly. On sera peut-être un petit peu sur les mêmes questions. Hein. Pardon? Je ne pourrais pas être là. Ah, dommage. Mais enfin, on sera peut-être Je suis ailleurs. une bonne façon de continuer ce qui a été dit ce soir. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à samedi. Au revoir. Merci. Merci.